L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Bertrand Scholler, ingénieur des mines et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, également géopolitologue diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. Avec lui, nous allons parler du conflit entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et Israël dans la bande de Gaza et son impact sur les prix et les approvisionnements en hydrocarbures, notamment en Europe et en Afrique. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Sur fond d'une réconciliation entre Riyad et Téhéran, parrainée essentiellement par la Chine, quelques semaines après l'élargissement des BRICS à l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, soit trois poids lourds de l'OPEP et l'Égypte, contre toute attente, le mouvement palestinien Hamas exécute depuis le 7 octobre une opération militaire de grande envergure, incluant des forces terrestres, aériennes et maritimes. Ces événements, à l'aune des changements forts et vertigineux dans la géopolitique mondiale, laissent perplexes la majorité des analystes quant à leurs tenants et aboutissants. Étant donné que l'énergie est le levier qui anime et donne vie à l'économie mondiale, pour comprendre dans quel état se trouve cette dernière, il suffit de regarder le pétrole qui est la source la plus importante avec le gaz. En effet, à environ $90 le baril pour le Brent, nous sommes pas loin de son niveau de 2018 alors que l'on extrait 5 millions de barils par jour en moins. 50 ans, jour pour jour, après la guerre du Kippour, ce nouveau conflit, s'il venait à durer longtemps, il pourrait engendrer des conséquences mondiales dramatiques. En effet, en octobre 1973, en réaction à l'aide occidentale à Israël, les pays de l'OPEP avaient quadruplé le prix du baril de pétrole, provoquant le premier choc pétrolier. Bien que la guerre israélo-palestinienne a pesé sur la décision des pays de l'OPEP, dont l'Algérie, l'Arabie Saoudite et l'Iran, il est faux de la considérer comme la seule raison. À ce titre, il y a lieu de rappeler que la fin de la convertibilité du dollar en or, décidée par Richard Nixon, le président des États-Unis, le 15 août 1971, avait déprécié la devise américaine, engendrant une perte sèche dans les revenus en devise forte des pays de l'OPEP, ce qui laisse penser qu'ils avaient pris cette décision dans le but de retrouver leur pouvoir d'achat, en même temps que les grandes entreprises pétrolières occidentales, notamment américaines. Ainsi vint une question cruciale pour beaucoup de pays dans le monde, notamment européens et africains. Que se passera-t-il si le même engrenage se met en place, encore une fois, dans le nouveau contexte géopolitique mondial accéléré depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine? Réponse dans quelques instants avec mon invité Bertrand Scholler, ingénieur des mines et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, également géopolitologue diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal et bonjour aux éditeurs. Alors, comment analysez-vous ce qui se passe actuellement au Proche-Orient entre le Hamas et Israël? Et peut-on dire que la chute de l'Union soviétique n'a pas, au fond, changé grand-chose dans la gestion des affaires du monde, malgré l'écran de fumée appelé la mondialisation, ou mondialisation pacifique du marché et ainsi de suite, et dont on espérait la paix et la prospérité? Juste un peu avant, je vais réinsister sur deux choses.
Vous avez parlé d'une part de pétrole, en fait, comme sang de l'économie et de l'activité, en fait, puisque toute activité humaine, en fait, c'est la transformation d'énergie. Donc l'alimentation dans notre corps, et puis pour toute l'économie, c'est les énergies qui vont permettre d'avoir des matières premières, de les transformer et de circuler, de vivre, de chauffer les aliments, etc. Et le pétrole comme étant la première énergie, avec deux autres énergies à pas négliger parce qu'elles ont une croissance très forte, qui sont le gaz et plus étonnamment, pour la plupart des gens qui nous écoutent, le charbon, qui est quand même à peu près à 25% des énergies mondiales, c'est-à-dire très proche en fait du pétrole et du gaz, mais on a tendance à l'oublier avec toutes les informations sur le changement climatique, etc., alors que c'est une énergie qui a beaucoup, beaucoup d'avantages. Et je pense qu'au fil des ans, on va le réaliser à nouveau. Ça, c'est pour le pétrole. La deuxième chose sur laquelle vous avez énormément insisté, et vous avez raison, c'est la monnaie. Et un peu l'effet domino avec la non-convertibilité du dollar en or. C'est-à-dire qu'en fait, le dollar devient une promesse de papier qui n'est assise sur rien. Et autant pour les énergies, on voit bien qu'on a des pays qui sont producteurs et qui peuvent produire plus ou moins, comme vous dites, il y a 5 millions de barils produits en moins que dans les années 80. Il pourrait y avoir bientôt 5 millions en plus ou pas. En fait, ça dépend vraiment de l'évolution de l'économie mondiale et de plein de choix faits par les pays. Mais ce qui s'est passé au cours des dernières années et qui ne s'était jamais passé dans de telles proportions avant, c'est qu'en fait, on a découvert qu'il y avait quelque chose qui avait entre guillemets de la valeur et qui pouvait être produit de façon inépuisable, c'était le dollar. Et il y a des milliers de milliards de dollars qui ont été imprimés, qui ont été imposés au monde. Et donc, une fois qu'on a ça en tête, la géopolitique du dollar et évidemment ce qui veut dire la géopolitique du Moyen-Orient et la géopolitique des énergies, ce qui veut aussi dire la géopolitique du Moyen-Orient, et évidemment la Russie aussi, compte tenu de son rôle, mais pour la Russie, plus que pour les autres, en fait, il y a un aspect religieux très important. Je suis pas sûr qu'on aura le temps d'en parler aujourd'hui. C'est cette idée de Russie dans laquelle toutes les religions, toutes les confessions peuvent vivre ensemble de façon paisible. Parce que je crois qu'il y a plus de 100 ethnies qui vivent en Russie aujourd'hui sans problème particulier, sans avoir l'impression d'être considérés comme des sous-hommes ou voire même des animaux, pour reprendre une expression qui est en train de devenir infamante, qui a été prononcée par le ministre de la Défense israélien il y a quelques jours. Donc je vais revenir exactement à votre question. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et quel peut être l'impact de ce conflit entre le Hamas et Israël? D'accord. Alors déjà, la première chose, c'est que vous avez dit, il y a toujours des causes qui impliquent des conséquences. Et ce qu'Israël dit, c'est il y a une cause très forte, c'est des attaques terroristes, indéniables d'ailleurs, qui ont eu lieu sur notre territoire et qui ont été perpétrées par des gens qui se disent du Hamas et qui ont tué des civils dans des kibboutz, dans des villes, qui ont pris des otages, et sont des images qui sont abominables. Sauf qu'en fait, des images abominables dans cette région du monde particulière, il y en a depuis 70 ans. C'est-à-dire 75 ans exactement. 75 ans, c'est l'horreur, et qui est un espèce de ping-pong, mais un ping-pong totalement disproportionné. C'est-à-dire qu'on a le pays qui dispose des plus forts moyens de surveillance au monde, qui dispose de l'allié le plus puissant au monde, qui dispose de capacités de communication sans pareil, qui dispose d'une armée puisque tous les hommes doivent faire un service militaire de 3 ans, donc à peu près partout en Israël, les gens sont armés. De toute façon, ils se déplacent librement avec des pistolets. Alors la seule limite, c'est les fusils mitrailleurs. Et en face, on a des gens qui peuvent éventuellement ramasser un caillou par terre et encore pour essayer de dire leur contentement, leur mécontentement et résister. À part à Gaza, où puisqu'en Cisjordanie, je dis ça parce qu'en fait les maisons peuvent être fouillées à tout moment sans demander
la vie sans avoir besoin de rien dire à 6 heures du matin, ce qui n'est pas possible à Gaza, puisque il y a eu un retrait, entre guillemets, de l'armée Tsahal en 2005. Mais depuis cette période, d'abord, c'est totalement sous surveillance, donc surveillance électronique. Il y a des espions de tout type et de toute nationalité, et très fier d'annoncer régulièrement qu'il a entre 50 et 100 personnes qui sont infiltrées. Et on sait de toute façon depuis la nuit des temps que les terroristes essaient d'infiltrer la police pour avoir des informations, les mafias font la même chose, et réciproquement la police essaie d'infiltrer les mafias et les groupes terroristes, etc. pour essayer de savoir les choses. Et l'Égypte a prévenu, justement, grâce à ces travaux d'infiltration, Israël et Netanyahou en personne avant le lancement de cette opération que le Hamas a appelé déluge de feu, pour lui dire qu'il y avait quelque chose de très gros qui se passait. Et ils ont eu l'impression qu'en fait, ça n'intéressait pas du tout le Premier ministre israélien. Et ça n'intéressait pas à tel point que même quand les événements ont éclaté, c'est-à-dire même quand il y a eu par parachute, par voie d'eau et par voie terrestre des terroristes, et j'utilise le mot terroriste parce que c'est la définition, donc je ne fais pas semblant d'utiliser un autre mot, qui sont venus pour aller enlever des personnes civiles ou pour tuer même des personnes qui pourraient... juste une chose, c'est que en fait, même aux Nations Unies, la définition du terrorisme, c'est pas une idéologie, mais c'est une méthode. Oui. On devient terroriste quand on utilise certaines méthodes où l'on s'attaque à des civils sans défense et ainsi de suite. Mais plus précisément, donc sur le plan géopolitique, après tout ce que vous venez de rappeler, à votre avis, qu'est-ce qui a motivé cette opération? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi les services de renseignement, alors s'il y a un cafard qui passe, comme disent beaucoup de spécialistes, cette bande-là est tellement surveillée, s'il y a un cafard qui passe, on sait qu'il y a un cafard est passé. Alors que ni les services de renseignement avec les 3 composantes israéliennes n'ont vu venir le coup. Enfin... Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'experts dans les médias qui essaient de dire que c'est possible, que compte tenu des manifestations contre le gouvernement Netanyahou, il était moins vigilant, etc. Oui. Et puis il y a aussi la CIA. Il y a aussi la CIA qui a des installations là, parce qu'il y a c'est une région où il y a beaucoup d'Américains. Mais la France aussi, et les Égyptiens, et le Qatar, et l'Arabie Saoudite, et l'Égypte a osé dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que beaucoup de pays le savaient, et le porte-avions, le Gerald Ford, qui est le plus grand bateau du monde, le plus grand porte-avions du monde, juste pour, moi je suis français, il y a plus de chasseurs sur le Gerald Ford qu'en France. Donc il faut juste réaliser la puissance de ce bateau, et comme par hasard, il est juste, mais exactement au large d'Israël à cette date-là. Non mais sincèrement, Israël ne fait pas attention à ce que disent les voisins en disant attention, il y a quelque chose qui se passe. Quand ça se passe, il faut des heures et des heures pour réagir. Il y a maintenant des témoignages qui sortent, alors je mets ça entre guillemets parce que c'est des témoins, est-ce que c'est fiable, est-ce que qui disent que, vous savez, il y a cette espèce de définition Hannibal qui date de l'époque de Golda Meir, qui dit que quand des terroristes ont des otages, comme Israël ne négocie pas, les otages ils peuvent y passer. Tout le monde se rappelle des images de Munich où tous les otages ont été tués. Et ils n'ont pas tous été tués. Donc, à votre avis, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour passer à la suite? À mon avis, c'est extrêmement bizarre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que ça devrait inviter les États-Unis, la France, l'Union européenne à beaucoup de mesures et à enquêter. L'histoire nous a appris qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des fausses flags, c'est-à-dire des fausses accusations qui pouvaient être émises par un pays dans le cadre de sa stratégie pour obtenir quelque chose. Cette fois-ci, le monde est au bord de la guerre civile. C'est-à-dire qu'il faut juste, et vraiment je voudrais insister là-dessus, il y a des gens qui
en parallèle de ce qui se passe et qui est absolument abominable, donc il y a eu des victimes civiles israéliennes, il y a des milliers maintenant de victimes civiles à Gaza qui sont totalement innocentes et qui sont bombardées de façon indiscriminée, qui n'ont plus accès à l'eau, qui n'ont plus accès à la nourriture, qui n'ont plus accès à rien du tout, qui sont véritablement dans un ghetto qui est en train d'être bombardé, et ça c'est véritablement abominable. Non, mais je veux juste dire que cette période-là, nos gouvernements occidentaux doivent absolument arrêter le double standard, parce que sinon on est en train de montrer une non-humanité qui va nous retomber dessus comme un boomerang, bien plus que les sanctions. Les sanctions, comme vous le disiez, sont revenues sur l'Europe comme un boomerang et ont fait extrêmement de mal à l'économie et donc aux innocents, aux citoyens, aux pauvres essentiellement, puisque ça enrichit toujours les personnes les plus aisées. Il n'y a qu'à regarder les cours de bourse des compagnies pharmaceutiques, pétrolières, informatiques, etc. Pour voir. Alors, par rapport à ça, Bertrand Scholler, ce retour donc aux années 1970 n'augure pratiquement rien de bon pour le futur, étant donné qu'il signifie la guerre, le pétrole comme nécessité vitale pour les économies, mais qui devient encore une fois une arme géopolitique, et le gaz aussi, une arme géopolitique dévastatrice, la récession et l'inflation notamment dans les produits alimentaires, des dépenses militaires importantes, donc qui augmentent un peu partout et qui pèsent sur les budgets, et des conflits régionaux qui éclatent un peu partout et risquent de plus en plus important et inévitable d'un conflit entre les États-Unis et la Chine. En tout cas, c'est ce que présagent beaucoup de gens. Alors, pensez-vous que cette hypothèse d'un nouveau choc pétrolier est possible si la situation venait à s'aggraver au Proche-Orient dans les mêmes conditions que le premier et le deuxième choc pétrolier? Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le premier choc pétrolier en insistant un peu sur le rôle de l'Iran, en fait, qui va rejoindre plus exactement les BRICS en janvier l'année prochaine, en même temps que l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Éthiopie et l'Argentine. Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que il semblerait que l'Arabie saoudite, cette fois, puisse devenir un espèce de leader d'un monde musulman. Je dis pas un monde arabe, d'un monde musulman qui est extrêmement fâché, qui est à fleur de peau, qui est vraiment dans une situation explosive devant le malheur de leurs frères. Parce qu'en fait, peut-être à leur corps défendant, les Israéliens sont en train de donner une ampleur extraordinaire à une idée de guerre de religion. Et il se passe exactement la même chose à l'échelle des pays. C'est-à-dire que si vous regardez les médias en France, les télés, les réseaux sociaux, en fait, il y a une diabolisation de l'autre par sa religion qui serait néfaste et qui serait comme un poison qui s'installe dans son cœur et dans son corps et qui va détruire de l'intérieur un pays. Alors qu'en réalité, on sait très bien, puisqu'on a déjà fait plusieurs émissions ensemble, et on essaie d'être pédagogique, que le rôle des BRICS et l'ambition des BRICS, c'est d'aider chaque pays à subvenir à ses besoins pour que les habitants de ce pays aient du plaisir à y rester et à y vivre. Et de même que les pays aient des monnaies qui leur permettent d'avoir une vraie autorité sur leur destin. Mais les Occidentaux n'ont jamais eu de cesse d'empêcher ça de parvenir, avec un espèce de néocolonialisme monétaire. On a évoqué rapidement les monnaies, mais on pourrait parler du franc CFA en Afrique et des conséquences du franc CFA, du contrôle des entreprises, du contrôle des moyens de production, du contrôle des télécoms, du contrôle des ports, du contrôle des aéroports, des routes, des autoroutes. En fait, on contrôle tout avec cette espèce de notion d'assassin économique de la Banque mondiale. Et donc, ensuite, on détruit des pays comme la Libye, qui essaie d'inverser la donne. On a contrôlé pendant très longtemps des pays comme l'Algérie, et l'Algérie qui est sortie de ce contrôle total par la France, telle qu'elle a été pendant de nombreuses années. Et ces pays commençaient à dire non. Mais quand la Libye a été détruite, la Libye de Kadhafi a été détruite, ça a été la porte à des flux migratoires énormes et incontrôlés, et qui est naturel, puisque les gens ne pouvaient pas vivre dans leur pays des ressources de leur pays.
Et donc, ils avaient cette espèce de faux espoir de trouver un avenir chez nous. Mais pas que d'Afrique, du monde entier. Et ça a été la même chose avec l'Irak, ça a été la même chose avec la Syrie. Et aujourd'hui, on se plaint d'avoir chez nous des gens qui sont venus pour essayer de sauver leur famille et leur monde en venant chez nous, mais évidemment, la plupart avec l'espoir de rentrer chez eux, ou de rester chez nous parce qu'ils s'y intégraient. Mais ils n'ont pas fait ça pour le plaisir. Sauf que depuis quelques mois, on voit que la nature des flux change et on découvre que le financement de certaines organisations humanitaires, etc., est signé de gens comme Soros, par exemple. Ouais. Et donc, on peut s'interroger sur la concomitance de cette accélération complètement folle des flux migratoires de l'Afrique vers l'Europe. Et tous les médias nous chauffent à blanc avec ces informations depuis des semaines. C'est très important ce que vous dites là, Bertrand Scholler. S'il vous plaît, je vais juste vous poser la troisième question et puis je vous laisse continuer de développer. Alors, parce que ce que vous dites est très important. Alors, au début des années 70, quand il y a eu le premier choc pétrolier, les États, notamment occidentaux, commençaient à peine à s'endetter. Ils n'étaient pas c'était un peu la reconstruction après-guerre, mais il n'y avait pas de gros problèmes d'endettement et tout. Alors qu'aujourd'hui, ils croulent sous des montagnes de dettes. Et pour tuer l'inflation, comme l'a fait en 1980, en portant son taux directeur à 20%, ce n'est plus possible parce que c'est comme essayer de d'éteindre un feu en l'aspergeant d'essence. Parce que augmenter les taux jusqu'à 20%, c'est augmenter après le prix des crédits, le prix de l'argent, et ce qui fait ça répercute. Donc ici sur l'économie parce qu'il y a une inflation et la question du dérapage inflationniste va se poser, la stabilité de la monnaie aussi et d'une façon encore plus prégnante qu'à l'époque, alors que les ménages sont déjà épuisés par le niveau actuel de l'inflation. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire là, cette tendance-là à essayer de créer le terreau dans les pays en discriminant les gens qui viennent du Sud ou ne pesant pas le problème parce qu'ils sont de fond, parce que leurs pays ont été détruits et que on les accuse de barbarie parce que juste ils ont une ethnie différente ou une religion différente. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec tout ça? Comment voyez-vous la situation, notamment en Europe, si un nouveau choc pétrolier venait à se mettre en place? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'instrumentalisation de cette situation-là, juste pour faire en sorte que les peuples ne soient pas dirigés vers les causes des problèmes, mais vers uniquement leur aspect extérieur? Votre question est parfaite parce qu'elle résume tout. Les médias, les hommes politiques ont un agenda de plus en plus net, qui est un agenda de la destruction du lien social, de la destruction de l'Europe. On le voit bien puisqu'on a considéré génial de se séparer complètement de la Russie qui a continué à nous donner son gaz jusqu'à ce que Nord Stream 1 et 2 soient détruits, qui continue à vendre son gaz en respectant tous ses engagements qui passent par l'Ukraine, qui s'enrichit considérablement. Mais tout ça, c'est menti, c'est passé sous le tapis et on invente des fausses histoires concernant la Russie. On invente des faux missiles et après il s'avère qu'en fait c'était des missiles tirés par l'Ukraine. Et ça c'est depuis toujours. Quand je parlais de false flag, c'est complètement flagrant. On a l'histoire du MH, c'était pareil. Les Russes démontrent par A plus B que ça peut pas être les soldats du Donbass, que ça peut être que l'Ukraine et que c'était une entreprise voulue. Mais personne ne veut les écouter. Et bizarrement, à ce moment-là, des sanctions démarrent très fortes contre la Russie. Pour la Crimée et pour ça, et c'est juste une des guerres qui a eu lieu au Proche-Orient, puisque c'est la guerre de 2014 entre également le Hamas et Israël. Donc il y a toujours, entre guillemets, ce cycle de il y a quelque chose qui se passe quelque part et pendant que tout le monde regarde là, tac, il y a un nouvel événement majeur qui se passe au Proche-Orient. Moi, je dis juste ça parce que ça fonctionne à chaque fois. Mais c'est que les conditions ont changé actuellement et cela pourrait bien provoquer un problème encore beaucoup plus grave, c'est-à-dire avec ce que vous venez de dire, tout ce front qui est... Hein?
Oui, votre question est fondamentale. C'est-à-dire que plus personne n'a le temps dans les médias, parce que vous êtes interrompu si vous êtes exprimé, si vous exprimez bien, vous n'êtes plus réinvité, de faire des raisonnements longs. Il n'y a plus que des gens qui font des raisonnements courts. Musulman égale islamiste égale tueur. Israélien égale juif égale victime de l'histoire du monde. Mais tout ça, c'est faux. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on ne peut pas résumer les choses de façon caricaturale. Et aujourd'hui, grâce à des réseaux comme X, grâce à des médias comme Sputnik, vous avec qui je parle, mais plein d'autres médias, les gens ont accès, en tout cas, à un débat entre des personnes qui pensent détenir la vérité et des personnes qui veulent imposer des mensonges. Et cet accès à l'information, elle n'a jamais été aussi vraie qu'elle est en ce moment sur Internet, sur le réseau X de Twitter. Parce que l'information, avec les communautés notes, elle a lieu et elle se raffine. Et vous remarquez que partout en Occident, ils veulent trouver le moyen de censurer. De même que RT a été censuré, etc. Et donc, la première guerre, en ce moment, la victime numéro 1, évidemment, c'est les civils. La victime qui sont tués. La victime numéro 2, c'est la vérité. Et si on laisse mourir la vérité et la liberté d'expression, la victime numéro 3, ce sera l'humanité. Et c'est ce que vous étiez en train de dire. C'est-à-dire que les Russes, les Chinois et plein d'autres pays ont conscience de ça. Plein de peuples dans le monde ont conscience de ça. En France, il y a des milliers de personnes qui ont conscience de ça et qui veulent dire « niet ». Niet. Vous savez, 1984, niet. On ne veut pas vivre dans cette société de gens décérébrés. Et donc l'inflation, oui, c'est une catastrophe. Vous avez raison, c'est une catastrophe, mais qui touche essentiellement les personnes pauvres, à faible revenu, encore les peuples, qui va toucher leur immobilier et qui va permettre aux gens comme Klaus Schwab, le World Economic Forum, de faire avancer leur agenda, qui est de dire « vous ne posséderez plus rien et vous êtes heureux ». Et l'inflation, c'est l'arme parfaite pour y parvenir. D'accord. Alors, après des années d'une politique à taux zéro, parce que ça c'est fondamental, la Banque Centrale Européenne a dernièrement remonté son taux directeur à 4%. Un record depuis sa création, on peut le constater. Et en même temps, elle a stoppé la planche à billets qui lui permettait de racheter la dette souveraine des États de l'Union européenne dans le but de maîtriser l'inflation, comme elle le dit. Donc malheureusement, selon des experts avertis, cela n'aura que peu d'effet, car le prix du pétrole, notamment dans le contexte actuel, va continuer d'aller à la hausse. Dans le même sens, il faut aussi rappeler que cette hausse est aussi due à l'accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite de prolonger leur réduction de production jusqu'à la fin de l'année. Alors, en 2 minutes, Bertrand Scholler, sachant que le reste des pays de l'OPEP ont suivi la Russie et l'Arabie Saoudite dans cette politique, si jamais un embargo venait à être décidé, un baril du pétrole à plus de $100, est-il supportable pour les pays européens? Alors, je pense que là, vous venez de parler de l'OPEP+, et je suis certain que si les pays arabes de l'OPEP décidaient d'un embargo, d'une limitation très forte de leur production, donc une limitation vers tous les acteurs qui jugent comme responsables de cette crise, donc vers l'Occident pour simplifier, et ils continueraient à fournir la Chine et d'autres pays plus neutres, ce serait pas $100 le baril, ce serait 200 ou $300. Wow. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tel besoin. Je suis optimiste par rapport à vous, alors. Ah ouais, oui, vous êtes très très optimiste, parce que on est à la veille de l'hiver, un hiver qui commence très tôt, donc on a eu un été qui était frais, qui était beaucoup moins chaud que ça avait été annoncé, il était même pluvieux, en tout cas dans la plupart des pays, et puis on a vu toutes ces images d'inondations partout, etc. C'est très contradictoire avec des messages, donc c'est plus le réchauffement climatique, maintenant c'est le changement climatique. Mais l'hiver s'annonce extrêmement froid. Et on a vu que l'année dernière, en ayant un hiver doux, c'était compliqué, et les prix ont monté partout dans le monde, l'inflation sur les énergies. Mais là, ce sera
possiblement catastrophique si c'est cumulé à un embargo même minime, même un embargo de 15 jours renouvelable et qui ne serait pas renouvelé aurait un impact immense sur les cours de pétrole et surtout montrerait la faiblesse des monnaies en papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays producteurs de pétrole continuent à accepter d'être très largement payés en dollars. Mais si, en parallèle à leur embargo, ils exigeaient maintenant d'être payés dans des monnaies qui ne sont pas des monnaies papier, imaginez les conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait beaucoup moins de roubles équivalent dollars ou de yuan équivalent dollars pour payer. C'est-à-dire que les Américains, avec un dollar qui ne vaudrait plus rien, devraient dépenser 5 ou 600 dollars pour un baril, alors que les Russes, bon, ils n'achètent pas de pétrole, mais vous voyez mon image. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui risque de se passer, c'est un cataclysme économique, c'est-à-dire l'augmentation du baril par sa rareté, mais encore plus par la dévaluation des monnaies. Les Européens savent très bien quand le dollar augmente par rapport à l'euro. Je vous propose, Bertrand Scholler, de reprendre tout ça dans la seconde partie de notre émission. Ainsi s'achève la première partie. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Bertrand Scholler, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Bertrand Scholler, ingénieur des mines et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, également géopolitologue diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Bien, alors continuons donc dans le même sens et maintenant venons-en aux possibles répercussions de cette situation, notamment sur l'Europe et l'Afrique. Bien, alors la hausse du pétrole va s'accompagner de celle du gaz. Je crois que du fait qu'ils sont fortement corrélés, les deux prix sont liés, très très fortement liés. Alors, puis de l'électricité, car le marché européen indexe son prix sur celui de la dernière centrale au gaz mise en service. Et le risque pour l'Europe vient plutôt du gaz, parce que beaucoup de pays, comme l'Allemagne par exemple, utilisent le gaz beaucoup plus que le pétrole. Et même si les Européens ont réussi à remplacer à 90% des approvisionnements russes, les 10% qui restent sont susceptibles de créer un problème. Et ça, nous l'avons très bien constaté récemment, après une grève chez un producteur de GNL australien qui avait entraîné une hausse des cours à 2 chiffres. Maintenant, et je reviens là où vous avez terminé tout à l'heure, si l'hiver de cette année est rude et que la relance économique en Asie se révèle plus forte que prévu, l'Europe, il est sans doute risque de se retrouver, comme vous l'avez dit à la fin de la première partie, dans une nouvelle crise énergétique. Maintenant, ma question, si l'Algérie, l'un des pays fournisseurs en gaz de l'Europe du Sud, pour l'Italie et l'Espagne, et soutien indéfectible de la cause palestinienne, décidait de couper le gaz aux pays qui soutiennent Israël. Comment voyez-vous, dans cette situation, l'évolution des choses? Alors, déjà, une première chose concernant l'Italie et l'Espagne. En fait, c'est deux pays qui ont adopté une position complètement différente par rapport à la situation en Palestine. L'Italie fait partie des signataires derrière le président Macron dans un papier à en-tête américaine d'un blanc-seing donné à Netanyahou pour se défendre tel qu'il le voulait. Et Biden, Macron le répète quasiment chaque jour,
ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais réellement, enfin, c'en est hallucinant, c'est-à-dire qu'ils sont soutenus à 100%. L'Espagne a pris une position extrêmement différente, et en particulier le parti gouvernemental Podemos, puisqu'il y a une alliance en fait qui gouverne en Espagne avec les socialistes et la gauche plus radicale de Podemos. Et une des représentantes, donc la représentante de Podemos, a même fait un discours dans lequel elle dit que, compte tenu des informations qui affluent et compte tenu de ce début de massacre, mais qui est pas un début en réalité, qui est la suite d'années de massacres, on peut dire que depuis 2005, elle est au moins psychologiquement massacrée, la population de Gaza, si elle l'est pas physiquement. Eh bien, ils disent qu'il faut amener devant la Cour pénale internationale Netanyahou. Alors, on sait que c'est symbolique, hein, on voit bien que c'est la manière avec laquelle les Occidentaux ont fait avec Vladimir Poutine. C'est qu'il y a la différence, c'est que Netanyahou, lui, court de pays en pays qui sont dans la Cour pénale internationale. Et donc, chacun de ces pays, si jamais l'Espagne arrive à obtenir ça, même si Israël ne respecte pas ça, ça veut dire que Netanyahou ne pourra plus aller nulle part en Occident, puisque chaque pays occidental, par la loi qui devient constitutionnelle, sera obligé de l'arrêter. Il sera obligé de l'arrêter. Et donc, c'est quelque chose de très fort qui a fait que immédiatement l'ambassade d'Israël a condamné les propos, a attaqué les propos, et évidemment, en quelques lignes, a rappelé l'Holocauste et a dit, voilà, nous, on est le pays qui avons vécu l'Holocauste, comment vous osez dire ça contre nous? Donc, je trouve ça extrêmement abusif, hein, parce que c'est une confusion. Netanyahou est en train de faire des choses qui sont extrêmement factuelles, hein, et on ne peut pas se prévaloir d'une histoire, elle aussi factuelle, pour excuser des actions. Le sang d'une victime innocente, il est le sang de l'humanité entière. Absolument. Pas juste de la victime innocente, il est le sang de l'humanité innocente, de l'humanité entière. Et donc ne pas le dire, ne pas le répéter et ne pas l'accepter, c'est faire le jeu de la fin de l'humanité. Ouais. Et je pèse mes mots en le disant. Donc, pour finir, je pense que, résultat, le regard que portera l'Algérie, qui est un pays qui est gouverné par des gens qui sont mûrs, des gens qui ne sont pas intempestifs dans leur manière de parler, parce que vous remarquez que l'Algérie s'est très peu exprimée, alors que pourtant ça doit bouillonner dans leur cœur et dans leurs estomacs, parce qu'en fait, ils sont en train de regarder exactement ce qui se passe. Ils sont en train de consulter entre différents pays par respect les uns avec les autres. C'est pour ça que je suis persuadé que l'Iran n'était pas au courant des projets du Hamas et que beaucoup de pays n'étaient pas au courant. Mais peut-être les pays qui étaient le plus au courant sont ceux qui font semblant d'en être les victimes. Mais donc, aujourd'hui, entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Chine, la Russie, l'Algérie et beaucoup d'autres pays en fait qui ont envie de paix, de stabilité dans le monde, d'avoir un monde qui est constructif et pas un monde qui est destructeur, eh ben ces pays discutent pour essayer de trouver une solution qui ne met pas le feu aux poudres, parce que de la même manière que sur le front ukrainien, il y a eu toujours cette envie de pousser à la faute la Russie en sabotant Nord Stream, en attaquant le pont de Kerch, en envoyant des missiles sur les civils à Sébastopol, etc., etc. C'était véritablement de pousser à une réaction très forte la Russie. Et là, c'est cette volonté de pousser à une réaction très forte, en fait, des pays qui ne supportent pas cette situation, mais qui est un piège. Et en fait, le Hamas est tombé dans un piège. Israël est tombé dans un piège, mais le peuple israélien ne tombe pas dans le piège. Parce que le peuple israélien, il est comme le peuple russe, il est comme le peuple américain, il est comme tous les peuples du monde. S'il accède à des gens qui leur disent la vérité, et le peuple algérien, puisqu'on est en train de parler de l'Algérie, ils écoutent et ça les touche. Si vous parlez au cœur et au cerveau des gens, ils peuvent vous comprendre. Alors que si vous parlez en ne regardant que votre portefeuille, les gens, ils le comprennent aussi. Et si vous parlez pour créer la haine et le chaos, ils le sentent. Et ça, c'est un énorme changement qui se passe. Et vraiment, vous avez un rôle énorme, les médias russes dans le monde aujourd'hui, puisque vous avez été exemplaires, même si vous avez été censurés. Donc, il y a une guerre de l'information très forte. Mais je pense que l'Algérie, effectivement, pourrait décider
de dire tous les signataires de ce blanc-seing n'auront plus aucun approvisionnement énergétique de notre part. Ils peuvent le faire, hein. Et ils ont des débouchés quoi qu'il arrive pour leur gaz parce que le monde entier manque de gaz, de la qualité du gaz algérien. Mais ils réfléchissent parce qu'ils aimeraient bien que ne pas en arriver là. Ils veulent pas créer le chaos. Ils savent que l'étincelle est prête à des guerres civiles dans tous les pays et à une guerre mondiale. Et donc tout le monde, tous les gens qui sont sages acceptent de souffrir pour éviter que des milliards de personnes souffrent. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce qui se passe à Gaza, s'il y a beaucoup de pays qui ne réagissent pas immédiatement aujourd'hui et ça fait souffrir les peuples, c'est pas parce qu'ils sont indifférents au sort des Gazaouis, mais c'est parce qu'ils sont infiniment préoccupés par le sort de l'humanité tout entière. Et ils sont des gens qui sont responsables. Aujourd'hui, il y a des fous, il y a des psychopathes qui veulent emmener une partie du monde vers un chaos généralisé. Et donc l'Algérie va agir sagement, parce qu'en fait, elle discute avec des acteurs qui l'invitent à agir sagement. Et c'est pour ça que l'Iran agit sagement. C'est pour ça que la Syrie, même si Israël a bombardé ses aéroports, n'a pas réagi violemment. C'est pour ça que le Liban ne réagit pas. Et le Hezbollah non plus, parce qu'en fait, ils refusent de tomber dans ce piège. C'est pas pour autant qu'ils ne veulent pas aider Gaza. Et si l'Égypte a fermé Rafah, c'est pas pour faire mourir de faim. C'est au contraire pour aider les Gazaouis à garder leur terre, pour aider les Palestiniens à garder leur terre de Gaza. Une terre qui est extraordinairement riche en pétrole. Il faut savoir qu'il y a des centaines de milliards de dollars, enfin qui ne vaut rien. Donc utilisons une autre monnaie d'or au large de Gaza en gaz. Ouais. C'est juste incroyable. Ce sont des gisements qui sont considérables et tout le monde sait dans la profession qu'en fait ils sont bien plus grands que les estimations qui en ont été faites. Justement, ils ont été totalement minimisés par BP pour ne pas faire trop rêver entre guillemets les Palestiniens et essayer de minimiser. En réalité, ce sont des gisements immenses. On n'imagine même pas le jeu de dupe de ce qui se passe en face. Et donc, il y a aussi un poker là-dessus, parce que quand vous avez accès à des centaines de milliards, vous pouvez corrompre énormément de monde. Et on retrouve là la place du Qatar, qui est une monarchie gazière, pour simplifier, et l'Iran, qui a aussi beaucoup de gaz, et la Syrie, qui fait passer le gaz, et la Turquie, qui fait passer le gaz. Et on revient à votre première question sur la géopolitique du gaz. Donc, l'Argentine et l'Algérie au milieu de ça. Mais en réalité, oui, le gaz est aussi un des éléments de cette période. Mais en réalité, c'est surtout la crise monétaire. D'accord. Alors, dans ce sens, Bertrand Scholler, les Occidentaux, selon plusieurs experts, ont, en tout cas pour les Européens du Sud, ont les yeux rivés sur l'Algérie et la Libye à cause de leurs immenses potentiels pour atténuer les conséquences de l'effet boomerang des sanctions contre la Russie. Et donc, alors dans le contexte actuel, avec tout ce qui peut générer comme complexification de la situation, si des choses venaient à s'aggraver dans le Moyen-Orient et Proche-Orient et qu'il y a, je ne sais, un nouveau choc pétrolier ou gazier, alors l'Algérie et la Libye, qui sont situées aux portes de l'Europe, payer donc la Libye qui est toujours encore en état de guerre civile depuis 2011 suite à l'intervention de l'OTAN sous instigation française, sont-elles en mesure d'être le vivier énergétique espéré des Européens pour remplacer le gaz russe? C'est un peu compliqué comme situation si les choses venaient à s'aggraver encore. Alors c'est plus que compliqué. Parce qu'en fait, le transport du gaz, c'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui nécessite des tuyaux. Et les tuyaux, on sait bien, ils ont une capacité. Donc les plus importants gazoducs qu'il y avait dans le monde, c'était Nord Stream 1 et Nord Stream 2, puisque c'était des gazoducs qui étaient capables de transporter des dizaines de millions de mètres cubes de gaz par an.
En l'occurrence, c'est 55 milliards. 55 milliards par an. Oui, 55 milliards. Ouais. Et il y a maintenant le gazoduc de Sibérie vers la Chine qui a à peu près la même capacité. Mais ceux qui passent de l'Algérie sont bien moindres. Ceux qui viennent, et sinon ça veut dire l'utilisation de bateaux. Et là, méthanier pour le GNL, pour le gaz naturel liquéfié. Et exactement. Donc et ces méthaniers, ils nécessitent des infrastructures au départ des bateaux, ils nécessitent des infrastructures à l'arrivée des bateaux, et ils nécessitent des infrastructures depuis les ports vers les lieux d'utilisation, donc qui peuvent être des centrales électriques ou qui peuvent être les ménages. Mais surtout, en fait, chaque gaz produit dans les différents pays, ça a beau s'appeler du méthane, il n'est pas forcément identique. On sait bien que chaque ménagère sait qu'en réalité, elle, selon les bouteilles de gaz ou si elle utilise du gaz de ville, elle ne va pas pouvoir utiliser les mêmes gicleurs. Et ben c'est vrai au niveau de l'industrie, etc. Et donc on peut pas changer de fournisseur de gaz et de type de gaz comme ça, c'est extrêmement compliqué dans l'industrie et au niveau des ménages. Et donc c'est un problème majeur. Et c'est pour ça d'ailleurs que des pays comme la France, depuis bien avant la crise avec la Russie, comme quoi c'était prévu depuis très très longtemps, ont essayé d'inciter les ménages, et bien avant qu'on parle beaucoup du climat, à arrêter d'utiliser le gaz ménager chez eux. Et aujourd'hui, il y a même l'interdiction d'installer des chaudières à gaz. Alors que le gaz russe, si vous prenez la chaîne de valeur écologique, entre guillemets, du gaz russe, qui arrive d'immenses champs, qui vient par tuyau, etc., elle est très faible. C'est-à-dire l'empreinte carbone est extraordinairement faible par rapport à la plupart des autres sources d'énergie. Et y compris l'éolien et le solaire. Bien sûr, mais l'éolien, ça marche pas du tout, puisque la possibilité en fait de fabriquer assez d'énergie avec des moulins à vent pour fabriquer le moulin et pour l'entretenir n'est pas possible. C'est-à-dire pour fabriquer un moulin à vent, il faut du métal. Pour le métal, il va falloir plein d'hydrocarbures pour aller trouver le métal, pour le faire fondre, etc., etc. Enfin, tout est ridicule. Il faut que vous imaginiez ce qu'il faut comme énergie pour le construire, pour le monter, pour l'entretenir. Parfois, quand il y a de la glace, il faut des hélicoptères qui jettent des produits pour empêcher la glace de se former sur les pales de l'éolienne, parce qu'elles sont tellement grandes que sinon elles pourraient tomber sous le poids de la glace qui s'accumule dessus. C'est la chose la plus ridicule au monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de le mettre en mer. Maintenant, vous demandez à n'importe lequel de vos amis qui habitent au bord de la mer, et ils vous diront, mais c'est impossible, la mer, ça détruit même l'aluminium, les embruns marins, etc. Et donc, toutes ces installations qui sont mises en mer, dans quelque temps, elles seront complètement rouillées. Alors, quand vous avez une barge pétrolière, c'est pas très grave si elle rouille, parce que c'est pas des mécanismes de si haute précision, etc. Et on regarde, ça fait. Mais quand vous avez une éolienne, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est millimétrique. Et si ça commence à se déplacer, si ça commence à s'encrasser, à se rouiller, que le sel se met à rentrer à l'intérieur des générateurs, mais c'est une catastrophe. Mais personne n'y réfléchit. C'est comme si les gens devenaient stupides. Ils sont devenus stupides avec tout depuis qu'on leur met dans la tête des choses qui n'ont pas de sens. Le climat, les injections ARN, la Russie c'est le mal absolu, tous les habitants de Gaza méritent de mourir, mais c'en est juste absurde. Et donc, pour ça, il faut avoir des longs débats comme celui qu'on est en train d'avoir ensemble, et des plus longs débats pour que les personnes qui écoutent se disent, mais oui, c'est vrai, tout ça fait du sens par rapport à toutes les acclamations en quelques secondes dans les médias où il y a 50 personnes qui essaient de parler pendant un quart d'heure. Donc fuyez ça, les personnes qui écoutent. Écoutez La Chic en marche et toutes ces émissions
de qualité où les interlocuteurs ne sont pas interrompus et ils peuvent vous parler et vous dire des choses, essayer de vous dire des choses avec droiture. Alors, par rapport, pour continuer, Bertrand Scholler, donc dans le même sens, par exemple, pour que l'image soit un peu complète concernant l'Europe du Sud, enfin et l'Europe en général, dans le contexte actuel global. Alors, l'Algérie, à votre avis, pourrait-elle porter, même si elle a, combien même elle a les moyens, hein, donc pourrait-elle porter atteinte aux intérêts de la Russie, son plus important allié stratégique, qui soutient activement donc son adhésion aux BRICS et qui n'a jamais failli dans ses obligations, enfin d'un côté comme de l'autre, ils n'ont jamais failli. Et même si cela n'est pas, c'est-à-dire antinomique avec le fait que l'Algérie demeure un partenaire fiable de l'Europe. Alors ça, c'est ce que j'essaie de dire. Donc, non, mais respecter son allié russe, c'est déjà montrer qu'on est un partenaire fiable et qu'on respecte ses contrats, que ce soit avec la Russie ou avec les autres. C'est ce que la Russie montre depuis toujours, même pendant l'époque de l'URSS, c'est qu'elle respecte ses contrats. Et elle a respecté tous ses contrats depuis le début de son opération. Donc l'Algérie essaye de faire la même chose parce qu'en fait, vous mettez du temps à construire une réputation, vous la détruisez en quelques secondes. En revanche, effectivement, l'Algérie, c'est un pays à majorité de population musulmane, donc qui est beaucoup plus échaudé par la situation, on peut le comprendre, et la rue algérienne demande une réaction. Et donc l'absence de réaction et le calme semblent indiquer que l'Algérie parle beaucoup avec la Russie et parle de diplomatie et parle de solutions non excessives, non explosives. Ça, c'est vraiment important à avoir en tête, c'est que tous ces pays sont mûrs et ils ne veulent pas participer à cette escalade, même s'ils souffrent dans leur chair et dans leur cœur de tout ce qui est en train de se passer et de tout ce qu'ils observent. De la même manière qu'ils ont énormément souffert quand ils ont appris que des centaines d'Israéliens au tout début étaient tués. Parce qu'ils ont compris l'engrenage. Et la même chose d'ailleurs pour la Russie, par la Russie, parce que une très grande partie de ceux qui vivent en Israël sont d'origine russe. Bien sûr. Mais comme je disais, la population israélienne est extraordinairement divisée, et pas 10%, 90%. C'est plutôt 70 ou 80% qui sont horrifiés, mais qui n'osent pas forcément le dire à cause de la censure et puis aussi à cause du choc qu'ils ont vécu, mais horrifiés de ce qui pourrait se passer si les choses continuent dans ce sens-là. C'est-à-dire que les gens sont, encore une fois, tous humains, mais tout le monde, personne ne naît avec la haine chevillée au corps. On peut l'inculquer, mais même si on vous l'inculque, au fond de vous, il reste de l'humanité. Et quand vous voyez des enfants qui sont déchiquetés par des bombes, quand vous voyez des familles entières qui sont déchiquetées, etc., ou d'autres personnes qui sont tuées par des balles, ou alors qu'ils se réveillaient, vous êtes horrifiés. Peu importe de quel côté de la frontière vous êtes. Simplement, la censure veut enlever les informations et veut faire péter les plombs aux gens. Et donc, il faut avoir un langage de raison. Et je pense que c'est véritablement le rôle, en ce moment, dans une grande partie du monde au sein des BRICS, de la Russie et de la Chine. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que l'Inde a pris position pratiquement à l'égal, en tout cas d'un point de vue officiel, à ce que l'Italie a pu faire ou l'Allemagne, c'est-à-dire très très proche de soutenir entièrement le gouvernement Netanyahou. Alors que bon, les Français et les Américains, eux, font plus que soutenir, ils sont acteurs quasiment de ce type de stratégie, ce qui est autre chose. Donc, à quelle vitesse l'Inde peut regarder les choses avec plus de pondération, d'autant que le voisin pakistanais, lui, est vraiment... c'est un pays musulman aussi, donc la rue au Pakistan devient... bouillonne, et les gens dans leur maison bouillonnent. Enfin, moi, j'ai des amis dans beaucoup de pays du monde, en Israël, par exemple, et en Égypte, et le langage qu'ils tiennent est beaucoup plus rassurant et mesuré sur leur analyse de la situation, mais beaucoup plus inquiétant sur la description qu'ils ont de
de l'envie d'en découdre des rues dans les différents pays. C'est-à-dire que les gens ont vraiment été chauffés à blanc pour que tout explose. Et donc la sagesse des Russes et la sagesse des Chinois, c'est d'avoir un langage extrêmement tempéré en ce moment. D'accord, bien. Alors une dernière question avant de conclure. Outre l'Algérie, les ressources globales en gaz du Mozambique, et qui est aussi dans la ligne de mire des grandes majors du pétrole et de gaz occidental, sont estimées à 4 530 milliards de mètres cubes. Et le pays, selon les analystes, pourrait devenir un des plus grands exportateurs de GNL au monde dans les prochaines décennies. Mais il y a un problème. L'abondance en gaz ne permet pas d'assurer son exploitation malgré les moyens colossaux mobilisés par des majors comme essentiellement Total Energy et ExxonMobil, l'américain ExxonMobil. Et la cause en est l'activité terroriste islamiste dans les régions où sont situés les gisements. Et d'ailleurs, la majorité des entreprises ont suspendu leurs activités à cause de l'incapacité du pays à assurer la sécurité. Or, l'Italie, par exemple, pense à ce pays comme bouée de sauvetage en cas de problème avec l'Algérie, selon certains analystes. Est-ce que cette situation est vraiment viable à votre avis? Alors, à nouveau, d'une part, on ne décide pas comme ça d'ouvrir une nouvelle centrale nucléaire. On ne décide pas comme ça de lancer un gisement gazier. C'est des infrastructures énormes, des investissements, comme vous l'évoquiez, colossaux. Et plus que peut-être pour beaucoup de types d'industrie, c'est le gaz, c'est extrêmement inflammable. Donc, bien plus que le pétrole. Donc, ça nécessite une sécurisation des infrastructures très forte. Et on avait vu exactement la même situation il y a 30-40 ans en Angola. On a régulièrement la même situation au Nigeria. On a la même situation dans beaucoup de pays qui ont été déstabilisés. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que savent évidemment les gens de Total et d'ExxonMobil, c'est que il y a des quantités astronomiques d'armes qui ont été revendues sur les différents marchés d'armes noirs du monde entier qui proviennent d'Ukraine et qui sont des armes occidentales, donc des armes de type Stinger, de type Manpad, donc c'est de missiles portatifs. Alors maintenant, il faut que vous imaginiez, en fait, dans une région, d'un pays qui est immense comme le Mozambique. Pour l'instant, il n'y a pas de gazoducs qui partent du Mozambique vers l'Europe, et je ne crois pas qu'il y ait de projet. Il y a des projets du Nigeria, c'est un projet de Gazprom d'ailleurs, mais j'ai pas entendu parler de projet du Mozambique. Il faut imaginer, le Mozambique, c'est juste au-dessus de l'Afrique du Sud, sur la côte est de l'Afrique. Donc c'est très 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 loin par rapport au Nigeria qui est loin, et c'est d'une complexité incroyable de faire passer des gazoducs du Nigeria vers l'Europe. Donc le Mozambique, ça voudra dire par bateau. Et donc vous imaginez des méthaniers qui sont des bateaux qui avancent lentement et qui deviendraient la cible de hors-bord avec des manpads. Mais c'est la folie. Et donc c'est pour ça qu'en fait les groupes pétroliers se disent mais on ne sait pas, il y a tellement d'armes de ce type qui traînent, on n'est plus du tout avec des gens qui ont des petits pistolets ou des kalachnikovs ou des bazookas d'il y a 50 ans. C'est des armes de pointe, c'est-à-dire que cette folie d'armée, sans compter un pays dans lequel il y a un marché noir qui est totalement épouvantable et incontrôlable, a également un effet boomerang sur l'avenir des peuples d'Europe. Chers auditeurs, donc notre entretien arrive à sa fin. Bertrand Scholler, encore une fois, et comme d'habitude, je vous remercie pour cet entretien. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette situation cruciale qui se passe actuellement dans le monde et ses multiples facettes et ses conséquences. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup, Kamal.